allons-y, allons-y. Nous sommes le 23 octobre. On continue la suite de cette vidéo parce que j'ai pas fini les post-it. J'ai fini une feuille, je suis contente. J'en ai jeté une. J'en ai tellement. Donc on va continuer un peu sur les jugements. Ça va parler encore jugement. On a besoin de nettoyer ces jugements. On est quand même novembre et c'est pas joli le jugement. Et les guides aimeraient bien que ça soit lâché pour la fin d'automne, hein, que ça fasse partie des feuilles du jugement. Donc, je vais prendre les post-it, je ne sais pas par lequel je commence. Allez, donc, les post-it des sujets sur lesquels les guides veulent en parler. Je pense que vous avez assez écouté mes vidéos. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, allez revoir des anciennes vidéos. Mais en fait, vous avez compris que pour moi, c'était compliqué de parler de moi, de me livrer, parce que j'avais une peur du conflit, j'avais une peur aussi du jugement, une peur de l'inconfort, en fait, voilà, d'être vue. Donc c'est pour ça que je voulais raser les murs dans ma vie, ne pas être vue, parce que pour moi, j'avais associé comme trauma dans les vies antérieures que être vue égale être jugée, parce que, voilà, il y a toujours des gens méchants. Quand je dis il y a toujours des gens méchants, j'ai jamais estimé que tout le monde était comme ça. J'ai jamais été aigrie, en fait. J'ai toujours été plutôt naïve, voilà, à continuer à vouloir croire que la nature humaine est belle. C'est pour ça que je me suis fait trahir plein de fois, parce que parfois j'étais vraiment trop naïve, voilà. Mais d'un autre côté, je trouve qu'être aigrie est tellement laid que je vous avouerai que je préfère encore être naïve que être aigrie. Parce que pour moi, être aigri, c'est être éteint, c'est être colérique, c'est laid en fait. Donc je préfère garder une part de candeur en moi qui est peut-être un peu plus enfantine que ça, mais de garder cette naïveté, je trouve ça quand même plus joli que à choisir entre les deux. Voilà, j'ai travaillé ma blessure de trahison parce que je me trahissais parfois à être un peu trop positive, mais ceux qui ont une blessure de trahison où eux, ils font confiance en personne, ce côté aigri, moi je trouve ça très laid. Donc en fait, je préfère garder une blessure de trahison éventuellement qui serait trop dans la naïveté. Voilà. Après, les guides me disent que que c'est bon, j'ai guéri ma blessure de trahison. Je suis dans la nuance de gris, mais une nuance de gris qui tend vers le côté un peu naïf. Voilà. Parce que je veux vraiment pas devenir quelqu'un de aigri. Non, non. Être un peu côté naïf, ça me convient. D'un autre côté, je suis loin d'être dans un déni. Je sais analyser les red flags, etc. Mais je veux pas être quelqu'un d'aigri. Je veux continuer à croire en la bonté humaine. Vous voyez ? Ouais, mon Dieu, je détesterais la personne que... Enfin, vraiment, par rapport à mes goûts et mes valeurs, j'ai pas envie de devenir quelque chose que je ne suis pas. De toute façon, vous ne deviendrez jamais quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous serez dépourvu de ce qui est dysfonctionnel chez vous, mais vous garderez votre identité. Voilà. Donc voilà, pour le coup, en tout cas, pour moi, me livrer, c'était un risque d'être jugé par les méchants. J'avais peur du conflit et peur de ne pas savoir me défendre. Voilà, c'était surtout ça. Puisque moi, ça me paralysait, ça me figeait. Les caractères forts, les gens qui prennent trop de place. Quelqu'un qui prend trop de place, je ne savais pas lui dire d'en prendre moins. Non, puisque j'avais peur du conflit. Vous voyez un peu l'idée ? Donc, l'idée de raser les murs, pour moi, était très confortable pour... et pas prendre ma place de ce fait-là. Et ça, c'était mes mécanismes contrôlants, qui étaient dus à mes traumas de vie antérieure. Donc, cette fameuse... Vous savez, cette capsule où je fais ce signe-là de la mémoire qu'il faut perdre et purifier. Il fallait que j'arrive à gommer suffisamment ce trauma-là, en montrant quoi ? Que j'étais capable de me défendre et que je peux être vue et être capable de me défendre. Donc j'ai eu beaucoup d'entraînement d'être capable de me défendre. Donc quand vous êtes capable de vous défendre, vous avez beaucoup moins peur. Vous avez beaucoup moins peur. Puis une fois que vous observez que c'est la toxicité de la personne, mais que c'est pas spécialement contre vous, vous prenez beaucoup moins les choses à titre personnel. Vous savez que la personne, elle est dysfonctionnelle, voilà. Mais après, vous n'avez pas d'obligation à le subir.
Ah non, bah non, sinon après vous repartez dans le sacrifice. Donc vous recadrez, vous exprimez. Soit la personne se corrige, si elle se corrige pas, ben, va voir ailleurs si j'y suis. Mais en tout cas, ça sera sans moi. Vous voyez un peu l'idée? Donc voilà, un peu pour ça. Donc là, on a supprimé le post-it, on en revient un peu à ça. Inévitablement, c'est pas parce que vous, votre blessure de trahison se manifeste de telle façon que quand une personne a, vous entendez qu'il a une blessure de trahison, que ça se manifeste de la même façon que vous. Non. Là, c'est encore que vous êtes encore dans l'ego, vous vous prenez encore pour le centre du monde, vous pensez encore que tout le monde, vous mettez encore tout le monde dans le même sac, et vous continuez à croire que tout le monde est pareil. Vous généralisez un peu trop. Vous pourriez pas être thérapeute, vous. Bah non. Non, il faut quand même être un peu plus ouvert d'esprit, écouter la personne, apprendre à la connaître, lui poser des questions, observer. Voilà, apprendre à la connaître. Hein. Vous ne pouvez pas l'analyser sans la connaître. Hein. Vous êtes obligé d'apprendre à la connaître avant de l'analyser. Donc ça demande des échanges. Ouais. Bah ouais, ça demande à faire des questions-réponses. Bah ouais, ça demande à communiquer. Ah, communiquer, merde. Ah, on peut pas analyser quelqu'un en supposant. Non, ça c'est du jugement. Ah ouais, c'est bien ça le problème. Voilà. Donc non, vous pourriez pas du tout faire ce genre de travail. Voilà, contraction. Parce qu'il y a plein de gens parmi vous qui pensaient que vous pourriez, c'est facile. Hein, ouais, non, pas du tout. Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir travaillé hein, pour... voilà, hein. Pas du tout. Je la répète? D'accord. La phrase humilité quand tu nous tiens. Voilà, je répète la phrase. Il y en a certains parmi vous qui ont manqué d'humilité, semble-t-il. Et les guides l'ont vu. Voilà. Encore un autre truc sur lequel il y a du jugement. Sur la tristesse. Oui. Alors, je pense qu'on a dû aussi me juger là-dessus. Ouais. Bon, oh, j'ai bon dos, hein. En fait, je suis votre bête de foire. Hein. Ça vous occupe, hein. Ouais, c'est ça. Donc, en fait... il y a des personnes, on le sait, qui ont un mécanisme de manipulation, d'être triste, de jouer de l'armichette pour obtenir de l'attention. Voilà. On le sait, c'est un mécanisme qu'ont les brebis égarées. Et à côté de ça, quand parfois vous m'avez vu pleurer ou quand parfois vous m'avez vu raconter des choses compliquées que j'ai vécues, certains d'entre vous se sont dit « Oh, elle fait ça pour obtenir de l'attention. » Enfin voilà, un truc dans ce genre-là. Un truc qui va un peu dans ce sens-là. Et les guides vous ont vu le faire. Vous ont vu le faire. Ils m'en ont parlé pour que j'en ai conscience. Parce que quelque part, il y a un défi. C'est que si j'en souffre, ça veut dire que je ne suis pas encore guérie du jugement des autres. Donc ils regardent un peu si j'en souffre. Et ils voient l'évolution au fil du chemin. Mais on me rapporte tellement de choses que non, maintenant je suis blindée, je suis entraînée. La souffrance, je l'ai connue, vécue, mais à force de vous prendre des coups, c'est bon, quoi. Et par rapport à ça, c'est est-ce que je vais me désaligner et me mettre à reporter des masques pour être cette personne qui n'est pas critiquable? Bah pas du tout. En fait, les guides voient que malgré que je sais qu'on peut me juger dessus, bah si je dois pleurer, je vais pleurer. Je vais quand même pas m'empêcher parce qu'il y a des gens qui vont me juger ou analyser ou supposer. Non, je m'en fous en fait. Et en fait, c'est le fait de savoir c'est un défi que vous avez toujours à vivre. C'est vous serez toujours soumis au regard des autres et au jugement des autres. Mais est-ce que ça vous fait vous désaligner de qui vous êtes? Est-ce que ça joue sur vos comportements? Moi non. Mais à une époque, oui. Je m'interdisais des trucs pour pas qu'on pense, pour pas qu'on me reproche, pour pas qu'on croie que. Mais plus vous guérissez, plus vous en fichez. Quand vous faites un truc, vous savez qu'il y en a encore qui vont dire que... Mais vous en foutez. Vous le faites quand même. Vous le faites quand même. Et ça n'est même, vous vibrez même plus la peur. Vous savez, au début, il y a un peu ce côté, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ouais.
Puis après, ça vous fait même plus mal. Non, vous en foutez, vous savez. Bah oui, bien sûr qu'il y aura des langues de pute. Mais bien sûr qu'il y aura des petites mégères, il y aura des gars, peu importe, hommes ou femmes, qui me jugeront. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je vais quand même pas m'empêcher de pleurer si j'ai besoin de pleurer. Et moi, c'était tout le problème que j'avais à travailler. C'est-à-dire que moi, je cachais, moi j'avais honte de ma sensibilité. Donc en fait, moi j'avais pour défi d'arrêter d'avoir honte de ma sensibilité. C'est de oser l'assumer et la voir comme une force. Et bah, les gens qui n'aiment pas ça, qui la jugent, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Il y a des gens qui n'aiment pas la sensibilité. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent leur propre sensibilité. Ou parce que ils ont eu un parent qui a rejeté leur sensibilité. Ou ils se sont fait moquer par quelqu'un qui a rejeté leur sensibilité. Donc en fait, ils diabolisent la sensibilité. Mais est-ce que c'est à moi de payer pour ça? Non, je m'en fous, c'est leur problème. C'est le problème qu'ils ont à régler avec leur passé. Moi, j'ai fait la paix avec ma sensibilité. Donc je m'en fous. Vous voyez? C'est ça en fait. C'est ça être libre en fait. C'est ça la vraie liberté en fait. Est-ce que vous en êtes là? Non, vous en êtes pas là. Non, mais vous y viendrez un jour. Vous y viendrez un jour. Un jour, vous, là, qui me jugez, c'est vous qui serez jugé. Puis vous apprendrez à vous en foutre. Voilà. Vous en foutrez de ceux qui vous jugent. Et vous finirez même par admirer les gens qui s'en foutent d'être jugés. C'est très frustrant pour quelqu'un de toxique et de contrôlant de ne pas avoir le pouvoir sur les autres. Il n'y a rien de pire pour eux. Donc ils essayent de piquer, ils essayent d'avoir du pouvoir. Ça les rassure pour vous éteindre, pour que vous deveniez comme eux. Non, ça ne prend pas. Moi, j'ai fait la paix avec ma sensibilité. Essayez de voir si vous critiquez encore la sensibilité des gens, si vous la jugez encore. Est-ce que vous reprochez à vos enfants quand ils sont sensibles? Est-ce que vous leur demandez de se taire? Parce que ça vous met, vous, dans un inconfort. Ça fait mal de voir votre enfant qui va pas bien, donc vous préféreriez qu'il fasse mine d'aller bien parce que vous êtes dans l'inconfort. Parce que vous savez pas accueillir vos émotions, donc waouh, c'est mon fils là qui va pas bien. Tu vas pas pleurer comme une fillette. Parce que votre père vous a dit ça quand vous étiez enfant. Vous avez toujours pas fait la paix avec ça. Vous continuez à diaboliser. Votre père, c'est votre gourou, c'est votre Dieu. Et malgré que ça vous a fait du mal, finalement, vous retenez le même discours pour que ça fasse mal de la même façon. C'est pourquoi? Parce que vous avez peur qu'on se moque de vous si votre fils pleure. En soirée, ça va faire tâche. Vous avez peur qu'on se moque de vous. C'est votre image qui pourrait être ternie. Est-ce que vous pensez que vous êtes un bon parent dans ces cas-là? Pas trop, hein? Non, pas trop. Il y a tous ces trucs-là à voir sur les stéréotypes que vous mettez, où vous critiquez parfois la tristesse, les gens qui pleurent. Il ne faut pas d'émotion, il faut être lisse, il ne faut rien montrer. Par contre, la joie, on a le droit. Ouais, il y a des trucs qui sont diabolisés, d'autres non. Ouais. La tristesse, c'est pas assez valorisant. Ouais. Non, c'est que les rires, que la joie. Vous voudriez avoir que des enfants solaires. Ouais. Ouais. Un enfant qui montre pas d'émotion. D'accord. Ah ouais. Vous voulez un robot, en fait. Vous voulez un Playmobil. Ah ouais. D'accord. C'est plus confortable pour vous? D'accord. Pour votre image, c'est plus valorisant? C'est pas terrible, hein? Non, c'est pas terrible. Ah. On continue sur le jugement? On continue. Allez. La musique. Allez, on en vient. Pour ceux, j'en ai déjà parlé aussi dans les vidéos, donc pour ceux qui m'ont réellement écouté comme il fallait, vous me connaissez là-dessus. Il y a des gens qui ont su m'en reparler en coaching en me disant « Je me rappelle, tu as parlé de ça dans une vidéo », donc c'est que je l'ai dit. Et il y a des personnes qui, là aussi, m'ont jugé là-dessus. C'est-à-dire ce côté de faire la faux folle, danser, chanter en story sur des musiques. Certains
ont cru que c'était pour faire de la dalidite. Bon, alors je ne sais pas quel a été le raccourci que vous avez pris dans votre tête, les guides me l'ont expliqué comme ça, voilà, mais que en gros c'était, je faisais de la dalidite, là encore pour attirer le regard sur moi. Alors en fait, la vérité c'est que c'est loin d'être ça. Je ne sais pas pourquoi on me demande de vous en parler, ça fait longtemps que je le sais, mais j'ai pas fait de capsule, j'en ai pas parlé, pourquoi? Bah parce que quand on s'en fout, on n'a pas envie de se justifier. Mais aujourd'hui, ce post-it a été choisi. Et les guides ont envie que je vous en parle. Pourquoi? Parce que de là, vous allez repérer, si vous l'avez fait avec moi, vous le faites avec d'autres. C'est encore un problème d'écoute. Et vous êtes encore dans le jugement. Donc, en fait, il faut savoir que moi, je vous l'ai déjà expliqué, je voulais raser les murs. Je l'ai déjà dit, putain, je le dis tout le temps. Mais vous ne me faites pas confiance. Donc, en fait, vous n'écoutez pas. Ou vous pensez que je mens. J'en sais rien. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête. Parce que j'ai tellement dit que je voulais raser les murs. Donc, si vous dites que j'ai de la dalidite, non. Moi, je n'ai pas assez de dalidite. Contraction confirmée. Je n'ai pas assez de dalidite. Limite, il me faudrait me désinhiber avec de l'alcool pour que j'ose être dans la dalidite. Contraction confirmée des guides. Donc, oser faire de la dalidite en dehors devant des gens sans avoir bu un verre d'alcool, pour moi, c'est un défi. Pour moi, il est là le défi, puisque de base, je suis quelqu'un de timide. Donc faire la faux folle et oser montrer quand je fais la faux folle à la maison, quand j'ai pas de public, à chanter, danser comme mes enfants me voient moi, oser le mettre en story, pour moi c'est allez j'ose, défi, je montre qui je suis. C'est pas tout à fait pareil. Et moi c'est un défi de sortir de ma zone de confort. Parce que je sais très bien que je vais être encore une fois elle a fait ci, elle a fait ça, en plus elle fait ça sur une chanson naze, parce que vous avez quand même capté qu'à chaque fois que je le fais, c'est sur des chansons un peu ce que mes potes appelleraient des chansons gnangnan, parce que c'est de la musique française. Oui, sur des chansons un peu bof, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'adore la musique française. J'adore. J'adore. Je suis bon public, moi. Moi, je peux chanter de l'Annie Cordy, du Michel Sardou, France Gall. Voilà, je peux chanter tout. Je suis un vrai jukebox. Ça fait toujours marrer les gens. Les années 80, je kiffe. Les années 90, je kiffe. Moi, j'adore tout ce qui est un peu vieux, etc. Et j'adore ça. Et dans mon environnement amical, c'est un peu tout le contraire. C'est tout le contraire, en fait. J'ai pas, dans mon cercle amical, j'ai pas de gens comme moi. Non. Ils adorent écouter de l'électro, ou ils adorent écouter du hard rock, du rock. Alors moi, avec mes chansons françaises, autant vous dire que moi, je sors un peu des trucs, vous voyez. Mais j'assume ma personnalité. Et à une époque, j'osais plus écouter ma musique tellement on me disait que ce que j'écoutais c'était de la merde. Je vous jure, à un moment j'ai mis tous mes CD dans des boîtes parce que quand j'écoutais ma musique on me disait oh arrête d'écouter ta merde. Et comme j'aimais pas le conflit, ben, j'écoutais ce que eux aimaient et moi j'aimais pas, ça me gonflait. Et plus vous guérissez, plus vous osez assumer vos goûts. Vous êtes dans l'affirmation de vous et vous n'avez pas honte. Donc en fait, pour moi, oser me mettre en story en train de chanter, de faire la débile sur les chansons que moi j'aime, c'est ce que je m'autorise aujourd'hui à être en soirée, en vacances avec mes potes et qui finalement, c'est ce qui me rend finalement que les gens apprécient, c'est mon authenticité en fait. Et eux, finalement, parfois se mettent à écouter ça aussi. Ils me disent, j'ai pensé à toi, oh, j'aime bien cette chanson et tout. Et je me suis dit, Peggy, elle la connaît. Et on se tape des délires comme ça. Voilà.
Et il y a parfois des gens qui me disent « Oh, moi j'aime bien quand tu mets tes musiques, là, c'est leur truc, là, ça me saoule. » Voilà. Et ben en fait, ça amuse. Ça amuse, c'est plus festif. Vous voyez, c'est moins axé sur le paraître. Alors, pour ceux qui ont osé me juger là-dessus en pensant que j'en faisais des tonnes pour être aimé ou pour me mettre en valeur, bah c'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire parce que je sais que on va se moquer de moi, etc. Mais j'ai quitté la suradaptation et je m'en fous du jugement. Et j'adore mettre donc des musiques françaises, et tant pis si on me trouve des faux folles ou débiles. C'est ma vraie nature. C'est mon enfant intérieur qui vibre avec ça. Regardez mes yeux, il se marre. J'aime bien ça. Et ben de plus en plus maintenant, et j'ai même des copines qui maintenant assument de se dire, alors qu'avant elle n'osait pas le dire, et qu'elle disent, oh, elles mettent une playlist avec de la compagnie créole, etc. Je fais, ah ouais, mais là ça va encore plus loin que ça. Mais je m'en fous, je connais les paroles. Vous voyez? Et puis en fait, les gens se lâchent un peu plus parce qu'ils disent, oh Peggy, elle a déblayé le chemin, etc. Voilà, c'est ça. C'est que de plus en plus, les gens osent écouter plein de trucs différents. Et même les gamins. Même les gamins. Donc ça, c'est vachement sympa, en fait. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous étiez complètement à côté de la plaque. Hein. Comme quoi, putain, quand vous supposez que vous jugez, vous faites pas connaissance avec les gens, en fait. Vous faites pas connaissance avec les gens. Vous êtes dans le jugement, en fait. Le jugement gratuit. Bah, si ça vous fait du bien. Sur les fringues, bah ouais, on m'a harcelé aussi. Vous m'avez jugé aussi sur les fringues. Alors, vous jugez quoi? Que je suis trop dépensière? C'est ça? Ah, les guides disent ouais, d'accord, je suis trop dépensière? Non. Mon budget est bien mené. À un moment, je me faisais même engueuler parce que j'économisais trop. J'achète pas des choses chères. Et j'achète en fonction de... Voilà. De ce que je peux dépenser, je calcule mon budget, j'économise, etc. Et voilà, c'est tout. Donc pour ceux qui m'ont jugé là-dessus, déjà, encore un 0 sur 20. Vous voyez, vous êtes dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'analyse. Pas du tout. Vous êtes à côté de la plaque. Voilà, vous êtes à l'ouest comme la Bretagne. Contraction. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... les fringues, on m'a jugé sur quoi? Sur le fait d'être féminine pour séduire? Ouais, ouais. Ouais, non mais je suis hyper séductrice. Hein. C'est un truc de fou. Ah mais c'est un truc de fou. Vous imaginez pas comme je suis séductrice. Non, je suis beaucoup trop timide pour être séductrice. Voilà. Et quand on me fait du rentre-dedans, j'aime pas ça. Pourquoi? Bah parce que je suis regardée, je suis vue et moi j'aime raser les murs. Donc ça me met mal à l'aise. Je supporte très mal les compliments. Je vais presque changer de pièce. Je vais raser les murs. Sais pas je ne sais pas entendre des compliments en face à face. Donc autant vous dire que je fais une piètre séductrice. Je me suis même surprise à même plus oser mettre une jupe pour aller au supermarché, ni pour aller marcher. Je me change avant de sortir et je mets mes jupes pour rester à la maison, toute seule. Mais j'aime bien, c'est la tenue que j'aime bien. En fait, moi je fais les choses pour moi. Mais si vous supposez qu'on le fait pour les autres, c'est parce que vous fonctionnez comme ça. Parce que moi je trouve pas ça bizarre d'être une femme qui se fait jolie pour elle, pour se plaire, qui s'achète des fringues pour se plaire à elle. Donc c'est vous qui êtes tordu, mais c'est pas moi. On en apprend sur vous, mais pas sur moi en fait. Parce que dans la réalité, vous supposez beaucoup de choses à mon sujet. Vous êtes à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, j'ose mettre des choses plus voyantes qu'à une époque. Mais je peux même être en jupe toute la journée. Le soir, j'ai une soirée, je vais mettre un pantalon. Vous voyez, les guides le confirment. Les guides, eux, savent. Les guides savent. Ils savent, ils me voient. Et parfois, je me fais même engueuler en me disant bah, c'est bon, tu peux aller en soirée avec une jupe. Bah, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise.
Je suis pas à l'aise. L'autre fois, j'ai eu des grosses festivités dans ma famille. Bah, à chaque fois, j'y suis allée avec soit une combi pantalon ou un pantalon, et j'y suis jamais allée en jupe ou rien. Non, pour être à l'aise. Pour pas être trop vue. Donc c'est parfois un défi que je me lance de oser porter pour aller quelque part avec un truc dans des tissus qui attirent le regard. Déjà rien que le tissu, ça va déjà être un défi pour moi. Mais je me fais violence, j'essaye. Toute seule, il n'y a pas de problème. Et ce que vous voyez, c'est les photos quand vous me voyez seule chez moi. Donc inévitablement, c'est pas pareil, quoi. Et ce que vous voyez pas, c'est que parfois je me change avant de sortir. Et ça, c'est pas ok. C'est encore un point à améliorer parce que je dois assumer, en fait. Voilà. Donc vous êtes un peu, là encore, à l'ouest, comme la Bretagne. Bah ouais. Et wesh. Et wesh, et wesh, et wesh. 26 minutes. C'est bien les post-it, je suis en train d'en... Vous avez vu que j'en déchire plein depuis tout à l'heure? Donc post-it suivant, vous aviez vu, j'avais fait une capsule, si vous ne l'aviez pas encore vu, sur le fait que j'avais été rechercher les lunettes de mon fils et la vendeuse n'a pas osé avouer son erreur. Ben ça c'est quelque chose qui moi arrive à m'en mettre plein la vue. C'est tellement rare aujourd'hui quelqu'un qui ne sait pas avouer son erreur encore, que quelqu'un qui ose faire preuve d'humilité et être transparent sur ses échecs et ses erreurs et ce qu'elle fait qui n'est pas beau. Ça c'est typiquement quelque chose que je trouve beau. Je trouve ça inspirant. Quelqu'un qui va me dire j'ai honte Peggy de te raconter ça, mais tu sais quoi, j'ai pensé tel truc concernant telle personne, c'est laid quoi. Putain, j'ai dit ça à mon enfant, j'ai dit ça à telle personne, c'est laid. Je me suis surpris en train de juger telle ou telle personne, putain mais Peggy c'est laid. Ça j'ai des étoiles dans les yeux. Quand j'entends des gens en coaching qui me parlent comme ça, j'ai des étoiles dans les yeux. Pourquoi? Bah parce que moi c'est ainsi que j'étais avec mes guides. Et j'ai cru que tout le monde faisait ça. Bah pas du tout. Quand vous faites ce genre de métier, vous vous rendez compte que pas du tout. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est dans la même énergie que vous avez des étoiles dans les yeux parce que vous dites « Waouh, c'est beau ça. C'est beau. » Bah ouais, ça vous fait du bien. Vous savez pas vraiment si c'est beau ou pas au début. Mais vous dites « En tout cas, ça me ressemble. » Donc comme c'est la même énergie que moi, ah j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Puis après, vous dites au guide « C'est bien ça, hein ?» Ils disent « Ouais, c'est bien. » Voilà. Parce que vous dites « Ouais, parce que moi aussi je le fais. Donc si c'est pas bien, donc je le sache et que je sois au courant. » Voilà. Voilà. Mais donc on est très loin de m'en mettre plein la vue avec en faisant des tonnes. Hein. Franchement, pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit un post-it où j'en ai pas mis assez, donc en fait, je suis pas sûre de bien comprendre. On vous rappelle que votre enfant n'est pas une extension de vous. Ne mélangez pas tout. Votre enfant est différent, il n'a pas le même plan d'incarnation que vous, il n'a pas les mêmes caractéristiques que vous. Là, on a abordé beaucoup de sujets qui parlaient de moi, mais c'était juste un exemple. On s'en fout de moi. On s'en fout de moi. C'est juste pour vous montrer comment vous êtes capable de généraliser, comment vous pouvez être rigide à penser que tout le monde est comme vous. Que vous, si votre blessure, elle s'est traduite de telle façon, ça veut dire que l'autre est pareil. Bah pas du tout. Et parfois, c'est pas envers vous, moi, c'est envers votre enfant. Vous pensez que votre enfant vous ressemble. Vous pensez que votre enfant doit être à votre image, que tout le monde fonctionne comme vous. Inévitablement, quand vous pensez que tout le monde pense comme vous ou fonctionne comme vous allez avoir cette tendance à être trop avec votre enfant, à croire que votre enfant doit être à votre image ou penser comme vous, que vous êtes la vérité, mais pas du tout en fait. Donc évitez ça, parce que c'est extrêmement toxique. Votre enfant est différent de vous. Et en général, si vous avez 2 ou 3 enfants, chacun représentera une partie de vous. Et vous allez retrouver des effets miroirs avec chacun. Il y avait une vidéo qui parlait d'avoir un enfant préféré. C'est quelque chose qui me choque. Je ne peux même pas concevoir qu'on puisse avoir un enfant préféré.
Visiblement, ça se fait beaucoup. Mais moi, j'ai été sidérée. Je pensais pas que c'était possible. C'était encore ma naïveté. Après, reste toujours l'idée du mal et du bien. C'est-à-dire de demander au guide, est-ce que c'est normal d'avoir un enfant préféré? Et les guides vont dire non. Donc, est-ce que c'est moi qui suis normale à ne pas être là-dedans? Oui. Bon, ça me rassure. Vous voyez, mais ça, c'est le genre de questions que je me pose mille et une fois. Parce que parfois, il y a des trucs où je me dis, putain, mais moi, ça me semble bizarre de penser comme ça. Est-ce que j'ai moi-même un blocage? Est-ce que je suis limitée dans tel truc que j'ai une pensée limitante? Mais non. Parfois, c'est vraiment vous, et je suis sidérée de certaines choses, inévitablement. Ça vient pas de vous, hein. Parfois ça vient de comment vous avez été éduqué dans votre famille. Et je dois, inévitablement, le fait que j'en sois choquée, c'est bien. Pourquoi? Souvent c'est ça qui vous fait réagir. De voir ma spontanéité à moi, vous vous dites, putain, mais en fait ça m'a interpellé que tu sois choquée de ça. Moi je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Et de savoir, en voyant ma réaction, que j'étais choquée, vous dites, c'est que c'est pas pareil partout? Ah bah pas du tout. Non. Moi j'ai jamais été éduquée selon ça ou ça. Donc là, ça vous fait réfléchir. Et là, on en parle, etc. Et en fait, on doit réapprendre à être choqué, parce que c'est en étant choqué que vous captez des choses qui sont pas normales. Donc encore un post-it en moins. Par rapport à la notion, toujours on va rester dans cette notion d'enfant et de parentalité, sur la notion de je suis fière de toi. C'est les... Est-ce que vous trouvez ça bien, cette phrase? Non, cette phrase n'est pas bien. Pourquoi cette phrase n'est pas bien? Pardon, je fais mes poubelles. Je fais comme chez moi. Hein. Vous me voyez à 100% au naturel. Aujourd'hui, j'ai même pas l'impression d'être au travail. Ça y est, je suis déjà dans mon esprit vacances. Vous devez retrouver ma spontanéité de qui je suis en vrai. Voilà. Désolée hein, si ça fait pas professionnel. Il y aura peut-être encore des... Je vais peut-être encore me faire juger parce que je suis trop spontanée, je suis trop naturelle. C'est pas professionnel. Voilà. On a droit à tout, hein, il y en a qui trouvent toujours quelque chose à dire. Donc en fait, par rapport à ouais, le je suis fière, moi c'est une phrase que je ne dis jamais aux enfants. Non. Pourquoi? Parce que je suis fière de toi, ça montre un peu que vous êtes en posture supérieure. Il y a quelque chose qui me dérange en fait. Et on a été un peu trop conditionnés à vouloir rendre nos parents fiers. Mais on est trop dans la servitude et dans la valeur, trouver sa valeur en l'autre. Alors qu'en fait, en soi, on devrait déjà apprendre à être fier de nous-mêmes. Et c'est ce que souvent on doit apprendre sur le tard, c'est être déformaté, se déformater de cette recherche de que les gens soient fiers de nous pour apprendre à être fiers de nous. Et en fait, c'est déjà tellement dur que, inévitablement, si on souffre de ça, je vais quand même éviter de faire en sorte que mes enfants recherchent à ce que je sois fière d'eux et de chercher à avoir mon aval sur quelque chose ou à faire les choses pour moi. Je veux pas que mes enfants fassent les choses pour moi. Pas du tout. Je suis pas leur patronne. Je suis pas leur patronne. Je veux les guider dans le fait qu'ils apprennent à être fiers pour eux. Donc en fait, inévitablement, s'ils ont des notes, etc., je vais montrer que waouh, c'est beau, bravo, etc. J'espère que tu es fier de toi. J'espère que tu es fier de toi. Je vais pas dire ah, je suis fier de toi. Non, on s'en fout de mon avis. C'est toi, j'espère que tu es fier de toi. Bien sûr, s'il me dit oui, mais toi, tu es fier de moi, bah bien sûr, mais toi tu l'es aussi, j'espère. Voilà, je vais toujours le ramener à eux, pas à moi en fait. Je suis pas le centre du monde en fait. On s'en fout de moi. Mais oui, je vais avoir des mots plus détournés tels que waouh, je suis impressionnée, c'est beau. C'est beau. La dernière fois, mon fils devait travailler sur un travail de poésie. Vous avez vu le travail de poésie qu'il a fait à son brevet blanc, c'était magnifique, hein. Waouh. Si jeune, écrire quelque chose comme ça, je trouvais ça beau. Et là, en seconde, il devait réécrire une poésie. Puis, il me dit, ah,
tu pourrais pas m'aider, c'est dur, c'est long. Il me fait lire les premiers vers qu'il a écrits. Je me suis repris une claque. Waouh! Je dis, waouh, c'est beau. Et je lui dis spontanément, je dis, mais tu veux que je t'aide sur quoi? Je vais même pas être capable d'écrire ce que toi tu as écrit. C'est beau, c'est tellement beau. En fait, c'est très déroutant. Parfois, vous avez toujours vos enfants qui sont très doués dans un truc et vous dites, mais ça lui vient d'où d'être doué comme ça sur tel sujet? Et lui, c'est très épatant. Ça, c'est très déroutant. Et donc, je lui dis, ben, je vais pas t'aider, je vais même pas savoir faire aussi bien que toi. Et c'est sorti très naturellement, vous voyez, donc inévitablement, il se prend les compliments autrement que de ce truc de je suis fière de toi, c'est bien, tu auras le droit à. Non, quelle horreur. Vous voyez? Donc en fait, inévitablement, bah, il est touché, il est ému d'entendre ma réaction spontanée qui n'est pas calculée, qui est. Bah oui. Et ma pitchounette était là, puis elle me dit oh, maman, elle est jalouse de son fils. C'est bizarre une maman qui est jalouse de son fils. Je la regarde, je rigole, je fais bah c'est pas de la jalousie ça, c'est pas de la jalousie, je suis admirative. C'est pas pareil. Je suis contente, c'est beau, regarde ce que j'ai dit. Je suis pas jalouse, je suis admirative. Bah ouais, elle est pitchounette, elle est encore en train d'apprendre la définition des émotions. Hein. Donc, admirative, ok, elle retient, etc. Puis je lui dis, c'est comme toi. C'est comme toi, si tu venais me voir pour me demander de faire un dessin, bah, je vais te dire, tu dessines 1000 fois mieux que moi. Tu dessines bien, ma fille, elle dessine super bien. Je vais dire, si tu me demandes pour venir faire un dessin, moi je dessine comme une brêle. Je vais pas te faire un dessin. Donc elle a compris. Vous voyez, elle a compris. Donc voilà, vous pouvez mettre en valeur vos enfants autrement, mais pas dans cette notion de je suis fière, de je. Arrêtez de tout ramener à vous, vous n'êtes pas juge. Faites en sorte de pousser vos enfants à avoir confiance en eux. Je vais jeter à la poubelle. Hein. Voilà, vous voyez bah, désolé, en plus j'en ai foutu par terre. Je vais encore choquer quelqu'un. J'aime pas, parce qu'après j'ai peur d'oublier, et j'aime pas avoir des trucs par terre. J'ai des névroses de maniaque. Vous pouvez, bah là-dessus, vous pouvez me juger si vous voulez. Bref, si ça vous fait plaisir, hein, enjoy. Hein. Et donc, en fait, par rapport à tout ça, vous voyez, vous pouvez mettre en valeur vos enfants autrement que dans cette notion de je suis fier. C'est les quoi. Vous voulez quoi? Vous voulez que vos enfants cherchent à tout faire pour vous? Vous voulez encore être le centre du monde? C'est quoi ce rapport de soumission? Dans le je suis fier, il y a quelque chose d'égotique. C'est les en fait. Il y a une notion où vous vous mettez au-dessus de l'autre. Et c'est pas beau en fait. Voilà. Carte suivante. La tristesse est causée par l'intelligence. Plus tu comprends certaines choses, plus tu souhaiterais ne pas les avoir comprises. Oui, il y a des choses qui vous rendront triste. Mais si ça vous rend triste, ça met en lumière, c'est votre tableau de bord qui s'allume, ça montre que vous avez encore quelque chose à guérir. Donc ça vous rend triste. Moi, toutes ces notions de jugement, on est dans le portail du jugement, toutes ces vidéos parlent du jugement. Bien sûr que ça m'a rendu triste. J'étais hypersensible. J'étais un petit sucre d'orge. Mais le chemin, il vaut le coup finalement, parce que je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui en ayant nettoyé toute cette sensibilité, cette susceptibilité. Comment voulez-vous être heureux quand vous êtes susceptible? Quand l'extérieur arrive à vous impacter? Vous perdez toute votre joie. Vous n'êtes pas lumineux. Vous avez toujours peur, donc vous avez peur de tout. Vous êtes toujours dans la peur. Puis après, dès qu'on vous dit un truc, vous êtes soit triste ou en colère. Vaut mieux être triste qu'en colère, hein, parce que la colère, c'est pas la réponse à tout. Hein. Il y a des gens, ils sont tout le temps en colère sur tout. Ouais, mais ça, c'est... De base, si vous avez regardé mes articles sur le pervers narcissique, la seule émotion qu'il ressent, c'est la colère. Hein. Donc si vous préférez toujours être dans la colère dans tout, plutôt que d'être triste...
Les guides me disent à ce propos que, vous savez, quand vous vous engueulez avec une personne et que la personne, elle réagit. J'allais expliquer un truc et on me coupe la parole. C'est un truc de fou, ça? Ça se fait pas? Les guides m'ont coupé la parole parce qu'ils veulent que je vous dise leur phrase. Bon, en fait, ça va pas du tout aborder ce que je voulais dire. Bon, j'ai plus le droit de prendre ma place, maintenant c'est eux. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, je ne le dirai donc pas. Ils ont remplacé la phrase dans ma tête. Ils sont forts hein, pour ça. C'est que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire et ils ont envoyé une phrase. Donc en fait, je n'ai plus que cette phrase dans ma tête, donc je suis obligée de la sortir et j'ai oublié ce que j'allais dire. Voilà. Donc, c'est que tout n'est pas perdu. C'est ça leur phrase. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de synchronicité ces derniers temps. C'était hier ça. Hier, j'ai été talonnée un peu de plein de synchronicités avec des vidéos, des machins, etc. Où on voyait un peu des vidéos où on montrait que quand vous cherchez encore à sauver votre couple, vous criez encore. Vous savez, vous avez mal. Donc comme vous avez mal, vous criez, vous dites ce qui va pas, vous êtes révolté, etc. Ça montre qu'il y a encore une émotion, il y a encore de la souffrance. Et que quand vous en êtes au point de quitter votre pervers narcissique, vous êtes comme ça devant lui et il n'y a plus rien qui vous touche. Il n'y a plus rien qui vous affecte. Vous en foutez de sa crise d'hystérie, vous êtes comme ça. Vous en foutez. Et en fait, c'était bien fait cette vidéo entre eux. Alors, c'était marrant parce qu'on disait la femme qui veut quitter son... qui veut encore sauver son couple, on la voyait en train de crier, sauf que c'était Leonardo DiCaprio, mais c'était pour montrer l'émotion que la femme a quand elle veut encore sauver son couple. Et puis après, il y avait un autre acteur qu'on voyait serein, cool, en mode ballet, que quand c'est trop tard et que la personne s'en va. Et en fait, vous avez plein de stéréotypes et des croyances limitantes sur les émotions, alors qu'en fait, vous êtes à l'ouest comme la Bretagne, et quelque part, il n'y a rien de pire que le zéro émotion. Il n'y a rien de pire que le zéro émotion. Car quand il n'y a plus d'émotion, c'est que tout est mort. Alors vous qui aimeriez que les gens ne se mettent jamais en colère, qu'il n'y ait jamais de conflit et que les gens soient toujours dans le zéro émotion, c'est pas bon en fait le zéro émotion. Ça veut dire que c'est mort en fait. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Et j'ai eu beaucoup de synchronicité hier autour de ça, donc je me suis dit, bon, sûrement qu'on veut que je fasse une capsule là-dessus. Finalement, je ne ferai pas de capsule. Je vous en parle là en vidéo, ça y est, c'est fait. D'accord? Voilà, c'est bon, je l'ai placé. Voilà. Troisième carte, je pense que nous fabriquons constamment de l'amnésie. Ah oui, on est très fort pour fabriquer de l'amnésie. Vous écoutez les gens, mais vous oubliez ce qu'ils ont dit pour pouvoir les juger encore. Vous avez plein de mécanismes contrôlants où vous allez fabriquer de l'amnésie pour pouvoir repartir dans vos vieux schémas de merde. Vous fabriquez de l'amnésie sur plein de choses comme ça. Ouais. Donc observez par rapport à tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre là-dessus? On va se laisser avec une anecdote, comme toujours. Hein, c'est le nouveau rituel que j'ai eu. Je regarde où j'en étais. Je fais des petites croix. Donc c'est une anecdote d'une reconnexion où le runner est revenu contacter sa chaser. Donc le runner est encore en couple avec sa karmika. Il dit à sa chaser, tu me hantes, tu me hantes, tu me hantes dans la tête, matin, midi, soir, à longueur de journée, jour et nuit, tu me hantes. Et il dit à sa chaser, comme elle lui dit, mais t'es encore en couple avec ta karmika pourtant. Il lui dit, oui, mais avec karmika, tu sais, c'est plus ça sexuellement. Mais toi et moi, on aurait pu s'amuser.
il enchaîne avec « Tu crois pas qu'on est fait l'un pour l'autre ?» Il lui envoie des chansons d'amour en disant qu'il pense tout ce qui est dit dans ces chansons d'amour. Donc tout ça, hormis la phrase de « Non, avec Karmika, c'est plus ça sexuellement. S'il n'y a plus rien entre eux, c'est déjà un bon début. » C'est-à-dire que déjà, il ne la touche plus. C'est déjà un bon début. On peut entendre la suite. Si tu la touches plus, éventuellement. Mais quand il dit derrière, on aurait pu s'amuser, est-ce que la chaiseur a envie d'être un jouet sexuel? Pas trop. Pas trop. C'est pas très valorisant, ça. Cette phrase, c'est de la phrase de merde. Donc c'est un peu dommage parce que il dit des choses très jolies. Tu me hantes, mais avec elle, c'est plus ça sexuellement, on aurait pu s'amuser. Tu crois pas qu'on est fait l'un pour l'autre? Il envoie des chansons d'amour. Donc là, il faut quand même repérer ce qui est maladroit, ce qui va pas charmer une femme, d'accord? Et le fait de s'amuser, c'est pas, non, ça donne pas envie en fait. Vous voyez? Voilà. Elle lui rappelle, ouais, mais tu vis avec elle? Et il lui répond, oui, mais. Attention, on sait que le oui, mais derrière. Oui, mais il y a des gens qui vivent comme ça. Oui, mais il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire, on peut très bien rester 10 ans en relation comme ça. On va attendre qu'elle me quitte, qu'elle en ait marre, qu'elle se casse, de la voir à l'usure. Et puis, toi, patiente. Patiente, pour l'instant, elle est là. Je coucherai avec elle un coup de temps en temps, et oui, je partirai en vacances avec elle, je ferai toutes les fêtes avec elle, je ferai toutes les réunions de famille avec elle. Mais il y a des gens qui vivent comme ça. Ouais, bah c'est bien. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas envie de ça. Voilà. Donc en fait, il y a souvent ces excuses oui mais, où le runner est malheureusement dans la négociation pour pas avoir le courage de l'envoyer chier. Alors que sexuellement ça va plus et que même la karmika dit au runner concernant la chaiseur, mais en fait tu l'oublieras jamais. T'as jamais su l'oublier, elle est toujours là entre nous, tu l'oublieras jamais. Donc même la karmika elle sait, mais elle reste. Alors elle est encore plus cinglée. Hein. Elle est encore plus cinglée. Elle a niveau estime d'elle-même. Bon, après, il y en a, elles font ça, elles trompent par derrière et c'est pour le fric. Donc, inévitablement, il y a un peu de tout, hein, mais d'un autre côté, ils s'utilisent l'un l'autre et il y a quelque chose qui n'est pas OK. Enfin bref, voilà, je voulais vous raconter cette anecdote-là. Là, la chaiseur, elle s'est un peu énervée, elle a dit « Mais en fait, t'es un grand malade, c'est complètement insensé tout ce que tu me racontes. » Oui, parce qu'inévitablement, il lui fait une déclaration d'amour, mais il lui demande d'accepter la présence encore de Karmika, qu'il couche encore avec de temps en temps, même si c'est nul sexuellement, d'accepter de s'amuser avec lui. Non, en fait. Vous savez, psychologiquement, pour une femme d'imaginer que l'homme y touche une autre femme, ça casse toute sa libido. C'est pas possible, en fait. Comme il n'y a pas de notion de respect, elle n'y arrive pas. Elle est bloquée. Elle est bloquée. C'est comme un tue-l'amour, en fait. Ça casse tout en elle. Il faudrait qu'elle prenne je sais combien de drogue et d'alcool pour oublier ce paramètre-là. Et est-ce que vous avez envie, vous, de vous taper une nana qui est droguée? Enfin, c'est insensé. Il lui fait des déclarations d'amour, même la karmika lui dit qu'il n'oubliera pas, mais il reste avec elle, elle reste avec lui. La chaiseur, elle est dépassée, elle se dit, mais c'est quoi ceci? Donc elle lui dit, mais en fait, t'es un grand malade, c'est complètement insensé tout ce que tu me dis, c'est ça. Et cette chaiseur m'a dit, dis bien au piou-piou en vidéo que tout ce que tu racontes, Peggy, dans les vidéos, c'est vraiment ça. Parce qu'elle a vu à quel point tout ce que je racontais en vidéo, c'est exactement ce qu'elle vivait. Elle a halluciné, en fait. Elle a dit,
Peggy dit au Piu Piu que tout ce que tu dis dans les vidéos, c'est vraiment ça. Elle dit, moi j'hallucine. Voilà, donc je voulais vous délivrer ce témoignage-là pour le coup. Vidéo assez longue, je vais vous laisser. Et puis, je vais aller profiter de mes vacances, préparer ma valise, etc. pour aller voir Mickey demain. Donc, belle journée à vous. À bientôt, bisous.